Bon, Idriss, première journée de Super France, enfin première journée, journée test, Ouais, étape zéro, ici en Vendée, au Ludilab. On va essayer de faire, pendant ce tour de Super France, à chaque fois un petit retour sur les journées, toi ou Gunther, qui nous disent vraiment votre ressenti, votre retour, etc. Parlons-en de cette première journée test. je suis très très bien surpris. Tu sais, les Suisses, ils ont une expression, c'est être déçu en bien. Et c'est ce qui s'est passé, d'abord par le nombre d'inscrits qu'on avait, par l'organisation qui était vraiment excellente et par la qualité des sujets. Donc Super France, comme tu le sais, c'est une conférence en fin de journée, mais on rencontre d'abord les élus. Premier atelier élus, deuxième atelier entrepreneurs, investisseurs et ensuite monde associatif. Et à chaque fois, on a eu des projets de qualité et des échanges très bons. Et on était, c'est vrai, plutôt parti pour leur parler, quoi, pour être, soit nous qui avancions quelques idées, quelques solutions, mais très rapidement, et c'était le but, c'est eux qui se sont exprimés le plus longtemps et on a vu surtout que les projets s'emboîtaient bien. Ouais. Ça, c'est le vrai, tu vois, Super France, il y a un côté ludique, on essaie de faire des combos, on essaie, un peu comme dans les cartes Magic, tu vois, t'essaies de faire un combo mana infini ou un truc comme ça, donc tu prends la carte qu'un entrepreneur te balance, tu prends la carte qu'un investisseur ou qu'un associatif ou qu'un élu te balance, t'essaies de les mettre ensemble et là tu vois, boum, que t'as dégâts infinis, mana infini. Et c'est ce qu'on a vu avec les projets qui nous ont sortis. Quelqu'un qui est arrivé donc sur les batteries. Ouais. Batteries en papier, tu te rends compte, moi j'étais même pas au courant que ça existait, des batteries, tu les jettes dans ton jardin. Ouais, j'ai vu vos yeux pétiller à ce moment-là. Mais de dingue, Ouais. vraiment, c'est. Voilà, vous jetez ces batteries dans votre jardin, il y a du manganèse, du zinc, c'est pas dangereux pour l'environnement. Et ensuite, boum, elles se biodégradent. Et rechargeable. Et rechargeable, ouais, c'est ça, et rechargeable. Mais c'est ça, en fait. Notre génération, la génération d'avant, on essayait de leur asséner, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas en parlant des problèmes. Donc le trou dans la couche d'ozone, etc., qui étaient des vrais problèmes. Mais le trou dans la couche d'ozone jusqu'à Tchernobyl, puisqu'on est de la génération de Tchernobyl, c'est un vrai compliment, mais voilà. Et on nous avait laissé entendre que ça se résorberait pas aussi vite. Je dis pas qu'il faut continuer à balancer des d'hydrofluorocarbone dans l'atmosphère et à faire péter des centrales toutes les décennies, mais la bonne nouvelle, c'est que d'une part, ces problèmes-là, qui étaient des catastrophes. J'ai vécu à Kiev. Kiev, c'est à 80 bornes de Tchernobyl. Bon, vous imaginez. Moi, c'est Fukushima, c'est bien. Ouais, Fukushima, bien, ouais, bien, et encore pire, effectivement. Enfin, je sais pas si Fukushima dans l'ensemble a été pire, mais c'est parti dans la mer direct. Et la bonne nouvelle, certes, c'est que ces problèmes se sont résorbés plus vite que prévu, mais ça ne doit pas nous dissuader de prévenir les prochains et même de les empêcher complètement. Et nous, on est de la génération qui peut porter le message, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas en parlant des solutions. Les solutions étaient là, les batteries en papier, elles sont là, le type, il a la compétence pour les faire. Donc, si vous faites tourner la planche à billets à la BCE, essayez de mettre un peu de billets sur ces projets-là. Le gars qui élevait des cailles, on a vu que ces déchets pouvaient être utilisés, on pouvait faire une chaîne de valeur où il produirait des œufs sans salmonelle, extraordinaire. Ça, c'est génial. Est-ce qu'on peut prendre juste 5 minutes bien là-dessus? sûr. Parce que c'était vraiment. C'est là où vous avez dit, Gunther et toi, ça, c'est l'esprit Super France. Mais Parce qu'en fait, devant les entrepreneurs, chaque entrepreneur s'est présenté. Et puis, en fait, ça a été le lien, vraiment la corrélation et la synergie qui a été trouvée entre le premier qui s'est présenté et puis le troisième. Il dit, mais vous, en fait, vous matchez. Oui. C'est là où on peut se rencontrer. C'est vraiment. Je pense que tu joues aussi aux cartes Magic ou que tu as connu. Bon, voilà, moi, j'étais un grand fan. Ouais. Et les combos, toujours pareil, les combos, tu as un vrai plaisir à associer deux cartes et à voir qu'en fait, ça crée beaucoup plus que les deux cartes prises séparément. Et l'économie, normalement, ça devrait être ça, pas que l'économie, toutes les formes de coopération, toutes les formes d'échange entre les humains devraient être de cette nature. Donc, émergente, le tout est supérieur à la somme des parties. Exactement. Et en fait, si on a une société où le tout n'est pas supérieur à la somme des parties, on a un problème. Soit on a une société malade, soit on a même une société en guerre civile, où là, carrément, le tout est inférieur à la somme des parties. C'est synergie négative, c'est-à-dire la société se tabasse. À l'échelle des sociétés nationales, on arrive quand même, évidemment, à avoir un tout qui est supérieur à l'ensemble des parties, même si on est préoccupé dès que ça commence à être un peu menacé, mais c'est bien, mais on n'est pas encore dans une situation de guerre civile en France, et j'espère bien qu'on n'y sera plus jamais, mais le monde est encore en situation de guerre civile, même sur le plan économique. Le monde n'a pas suffisamment de coopération, c'est de la compétition à outrance, et c'est vrai que ce qui ressort des travaux de Gunther, systématiquement, c'est de bazarder les deux grandes règles néfastes de la mondialisation, à savoir l'économie d'échelle, le volume à outrance, quoi. L'économie d'échelle et la commoditisation. C'est-à-dire que tous les produits se valent. Il y a un relativisme total qu'on pourrait même associer à ces questions aussi de relativisme culturel ou autre, mais tous les produits se valent. Un maïs qui est fait dans le Kansas, il vaut un maïs qui est fait en France, c'est la commoditisation. Il faut que le produit rentre dans les marchés financiers, donc ça devient à la réalité de s'adapter au marché, plutôt qu'au marché de s'adapter à la réalité. Et justement, les travaux de Gunther, c'est
les marchés doivent s'adapter à la réalité. Et la réalité en détail, elle dépasse la commoditisation parce qu'on l'a vu, donc un élevage de caille, et on va développer ce cas-là, un élevage de caille en France bien précis n'est pas comparable à un autre élevage de caillidés ou de gallinacés ailleurs dans le monde. Et donc là, en l'occurrence, on avait un entrepreneur qui était dans la caille qui cherchait des solutions de bioéconomie pour ses déchets. Alors aujourd'hui, donc les déchets animaux, pas que les excréments, donc une fois que les cailles sont abattues et les tripes, etc., les os, bec, pattes, sont brûlées, sont pyrolysées et ça coûte 200 € la tonne. Et c'est débile parce que ça, on peut donc élever des mouches dessus. Les mouches sont les meilleurs producteurs de protéines pour l'élevage qu'on connaisse et elles produisent, alors évidemment, elles sont très prolifiques et avec quelques déchets organiques, même des tonnes de déchets organiques qui sont produits, on peut élever des mouches et Gunther l'avait déjà fait au Bénin dès les années 86. Moi je suis de 86 donc ça date pas d'hier, hélas, ça va rajeunir personne. Et ces mouches ensuite on peut les utiliser pour nourrir notamment des gallinacés. Et justement les mouches étant sélectionnées pour survivre sur des charognes, sur des milieux extrêmement insalubres, elles ont des systèmes antibactériens, en fait antiviraux même, comme dit Gunther, il n'y a plus rien dans une larve de mouche, avec un pH de 1, 1,5, il n'y a plus rien qui survit, aussi bien bactéries que amibes et bien sûr virus. Donc très très acide. Ouais, donc très acide. Et après derrière, et c'est là qu'on a fait le combo Carte Magic, et qui est arrivé tout seul, on n'avait pas prévu, même si on a un Discord. Et le but maintenant pour le reste de Super France, c'est que un max de ces combinaisons de Carte Magic se fasse sur le Discord. Voilà. Comme ça, quand on se voit, on peut déjà tout de suite... C'est la plateforme numérique qui est à votre disposition à retrouver sur superfrance.org. Vous aurez le lien directement pour aller dessus. Oui, absolument, plateforme collaborative. Et on veut d'ailleurs mettre en place un Quora ensuite. Donc comme ce site Quora où les gens posent des questions et des gens qui ont l'expérience d'y répondre donnent des réponses. Et ensuite, la communauté peut faire des votes vers le haut, vers le bas, +1, -1. Et un Quora des déchets, c'est ce qui nous intéresse à l'avenir. Donc comme je l'avais dit, je lance un appel à tous les libristes parce qu'on veut évidemment que ce soit un logiciel libre. Ouais. S'ils veulent forquer à partir de GitHub un repo, donc une base logicielle pour faire un Quora ou un Wikia des déchets, ça nous intéresse énormément et c'est ce qu'on veut mettre au point. Mais donc là, ce combo, il s'est mis en place naturellement. À force de secouer au shaker les gens dans Super France, qui est un peu notre seul but en réalité, on secoue au shaker et ça crée des emplois, parce que voilà, faut savoir dans l'histoire que la création d'emplois, c'est que la résolution de problèmes. Un emploi pérenne, c'est quand vous avez résolu un problème et que vous êtes en mesure de le distribuer. On oublie cette étape. En France, on sait résoudre des problèmes, on a des chercheurs d'excellente qualité, sur le plan budgétaire, on est très 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 bon. Par contre, on ne sait pas distribuer nos solutions. Et c'est pour ça que le CNRS a énormément d'innovation, énormément de compétences, mais il ne distribue pas ses solutions, elles sont distribuées par d'autres pays et on perd nos emplois, ça bien sûr il faudra y remédier. Alors on revient sur les cailles. Le combo, c'était qu'à côté on avait des entrepreneurs qui étaient spécialisés dans l'utilisation des déchets de la conchiliculture, donc l'élevage des coquillages, moules, coquilles Saint-Jacques, etc. On avait d'une part les fondatrices, alors ça c'était des femmes avec du peps, ça faisait vraiment plaisir de voir ça, oui. Les fondatrices de Nutralia, qui font des compléments alimentaires et qui cherchent l'emballage idéal. Et c'est vrai que c'est très important de penser à l'emballage. Aujourd'hui, on a du suremballage, aussi bien en qualité qu'en quantité. On peut faire mieux avec ce qu'on a comme emballage. Et elles ont entrepris d'utiliser des déchets de la conchiliculture pour emballer et dynamiser leurs produits. Alors notamment le byssus de moule, donc la soie de moule qui est utilisée pour coller rocher, qui est une vraie soie et qui est un matériau d'avenir, même si c'est aussi un matériau du passé, comme l'avait dit Fiorenzo Menetto, un grand chercheur sur la soie, il disait la soie c'est l'ancien matériau du futur, parce que ça fait 4000 ans qu'on l'utilise et en même temps elle a encore un bel avenir. La soie de mer aussi, puisque dès l'Antiquité déjà, Cléopâtre en a porté, il y a une femme enterrée à Budapest avec un vêtement en soie de mer et certains archéologues pensent que le mythe de la toison d'or, ça serait du byssus de moule. Donc c'était vraiment une filière, sans mauvais jeu de mots, qui avait beaucoup d'emplois à créer et qu'en a créé beaucoup à cette époque. D'ailleurs, les filières déchets organiques aussi, dans la Rome antique, ça faisait le garum. Le garum, alors c'était toute une économie. Vous cherchez ça sur Internet, l'économie du garum, G-A-R-U-M, c'était des tripes de poisson fermentées. C'était un condiment pour la gastronomie romaine. Et en fait, c'était la seule source du goût umami en neurosciences, voilà, et qu'on a perdu. Au Moyen-Âge, on l'avait perdu essentiellement. Et aujourd'hui, le umami, c'est associé à la cuisine asiatique. C'est le goût du glutamate, qu'on trouve donc dans toutes les cuisines asiatiques, aussi bien d'Extrême-Orient, Japon que Asie du Sud-Est et même Malaisie. En fait, les Romains savaient produire ce goût en fermentant des tripes de poisson qui étaient des déchets. Donc sur les cailles, en mélangeant les déchets de la conchiliculture, notamment les coquilles concassées, qui ne coûtent rien, pareil, eh bien, en les mettant sur le sol, on crée un sol très alcalin, là on part à un pH 9, 9,4, et en même temps, l'élevage de mouches nous garantit un pH de 1. Et comme l'avait très bien dit Gunther, en fait ça,
une étape acide, une étape alcaline, ça reproduit notre système digestif. Nous, les humains, on est évolués pour avoir un temps de digestion très long. On a des tripes très longues et ça nous expose, bien entendu, à des risques d'infection que une larve de mouche, évidemment, elle peut se nourrir de charogne en décomposition et ne pas être malade, vu le temps, d'abord le pH, évidemment, de son système digestif et puis le temps, bien sûr, que les nutriments y passent. Les chats, les chiens, pareil, peuvent se nourrir au niveau du sol sans risquer de mourir par infection parce qu'ils ont des tripes beaucoup plus courtes que les nôtres. Mais nous, du coup, en conséquence, on a évolué pour avoir une phase très acide et une phase très alcaline. Et en copiant ça, en fait, on les infecte. Et on fait un élevage où les œufs d'écailles n'auront pas de salmonelle. Là, on est à du 0 salmonelle, parce que même la Commission européenne a jugé impossible. Et la seule exploitation qui a ce niveau de qualité dans la zone géographique de l'Europe, c'est une île, c'est le Gotland, une petite île en Suède. Donc, rien que ça, voilà, on a un combo, pouf, œuf sans salmonelle. Bien entendu, source de revenus, parce qu'on a un type dans son exploitation au départ, il devait payer 200 € la tonne. Et puis il est obligé, là, il n'a pas le choix. Donc il a une charge de 200 € la tonne. Cette charge, à minima, on se dit on l'enlève, on la passe à 0, mais en fait, c'est pas qu'on la passe à 0, c'est on l'amène en positif à 1000 € la tonne, puisque les larves de mouche, ça se vend. Et ça a plein d'applications. Et après, on a voulu aller encore plus loin sur l'agroforesterie. En fait, l'écaille en élevage, ça aime bien, les caïlidés, ça aime bien les forêts, ça aime bien les sous-bois. Ce sont des animaux de sous-bois, comme les faisans d'ailleurs. Et du coup, on pourrait les élever en forêt. Et ça nous a amené à revenir à toutes ces grandes et belles réflexions, l'écosystème comme moyen de production. Et là, on pourrait même avoir une analyse éco-marxiste, je vais faire fuir tout le monde si je dis ça, mais toutes les contributions d'Engels et de Marx, c'est analyser les rapports de production et les moyens de production. Au XXIe siècle, on a ce combat entre l'écologie et l'économie, parce qu'on pense que les moyens de production ne peuvent que détruire la nature, que c'est pas possible d'avoir des moyens de production qui ne détruisent pas la nature. Donc si on voulait faire de l'éco-marxisme, on se dirait, voilà, il y a que cette relation de conflit entre moyens de production. Évidemment, les travaux de Gunther Pauli montrent qu'en fait, on peut avoir une coopération et qu'en réalité, les écosystèmes sont des moyens de production. Au Moyen-Âge, on avait ce qu'on appelait des forêts travaillées. Les paysans avaient appris, les forestiers avaient appris au fil du temps à travailler les arbres pour ne pas avoir à les couper pour prendre du bois. Donc on avait un arbre, son tronc était divisé en 8 ou 9 branches qui étaient optimisées pour leur taille, pour pouvoir fournir des charpentes, des éléments de charpente. On n'en coupait qu'une. Et l'arbre n'était pas coupé, etc. On faisait aussi ça pour les mâts des bateaux. Et donc en réalité, utiliser les écosystèmes comme moyen de production, en ayant une énorme diversité, toujours si on enlève cette règle du volume, de la commoditisation, parce que le problème de ces deux grandes règles destructrices de la mondialisation, c'est parce que la mondialisation en soi n'est ni bonne ni mauvaise. Tu vois, les avantages de la mondialisation, c'est les télécoms, c'est le fait qu'on peut parler aujourd'hui sur Internet à n'importe qui dans le monde, qu'on peut échanger, toi tu as été au Japon, etc. Ça, c'est des très bons aspects de la mondialisation. Mais les très mauvais aspects de la mondialisation, c'est quand on force la réalité à rentrer dans le marché. Ça, c'est les pires erreurs qu'on fait en mettant des étiquettes, en essayant de commoditiser des produits, parce que tous les petits producteurs, on les flingue dans ce cas-là, vu qu'ils n'ont plus aucune compétitivité en étant particuliers, en étant différents, comme Gunther l'avait fait à Lielo, en produisant des produits laitiers dans cette petite île des Canaries. Tout le monde leur avait dit, mais sur le marché international, vos produits laitiers, ils n'ont aucune compétitivité. Bah oui, ça c'est si vous pensez que je ne peux pas les distinguer. Oui, on rentre par la mauvaise porte. Ben oui, exactement, on rentre par la mauvaise porte. Si vous voulez qu'on fasse la course avec les Danone, etc., on est foutu, on n'a pas l'économie d'échelle. Donc essayez de regarder quel avantage on a que Danone n'a pas. Ah ben on a les herbes du maquis de El Hierro, on a un yaourt aux herbes du maquis des Canaries. Ça, vous ne pouvez pas l'avoir sur le marché international. Et donc ça crée une différence. Et en plus, comme on est en plus en chaîne courte, on peut avoir des marges aussi importantes pour nos producteurs. Donc, si je reviens sur cette agroforesterie, puis l'élevage de cailles, etc., on a parlé tout de suite mycorhizes, par exemple. J'avais posé la question dans l'atelier, est-ce que les cailles pourraient être élevées sous des bouleaux? Moi j'aime bien l'eau de bouleau, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Les Vikings en prenaient par sens pratique. Aujourd'hui ça se vend 4,50 € les 50 millilitres, les 50 centilitres, c'est beaucoup trop cher. Mais si on avait un outil de production en écosystème où on a de multiples sources de revenus, et c'est ça le sujet. Le problème de la monoproduction, c'est que ça a comme conséquence un monorevenu. Et un monorevenu, c'est fragile, dans le sens de Nassim Nicolas Taleb. Ça veut dire que la moindre perturbation le détruit. Donc, il faut avoir du polyrevenu.
Et quand on a des écosystèmes comme moyen de production, c'est ça qu'on obtient. Les fameuses optionalités que défend Taleb. Exactement, ouais, les optionalités que défend Taleb qui rendent résistants. Je vous encourage vraiment à regarder. Vous savez que voilà, sur cette chaîne, on est fan de Taleb et qu'il il donne des recommandations pour rendre nos moyens de production beaucoup plus résistants, résilients, en fait même anti-fragiles, c'est-à-dire que des situations de stress les rendent plus performants. C'est ce qu'on appelle l'hormèse, donc vous avez un grand spécialiste ici. Voilà, non mais c'est vrai, l'hormèse c'est un sujet fascinant. Donc quand on perturbe un système, l'hormèse dans les écosystèmes, il y avait cette fameuse histoire, donc c'était à Yellowstone je crois, les feux, donc voilà, les autorités de lutte contre les incendies, les feux de forêt, s'étaient dit qu'il fallait arrêter les petits feux de forêt saisonniers, et en fait ils se sont rendus compte que, dans la douleur hélas, que ces petits feux de forêt saisonniers enlevaient les matières inflammables tous les ans, et que quand on luttait contre ces petits feux de forêt saisonniers, on croyait faire le bien, alors qu'en fait cette matière inflammable s'accumulait saison après saison, année après année, et on avait, au lieu d'avoir plein de petits incendies, on avait The Big One en 10 ans qui cramait les 3/4 de la forêt. Ça c'est l'hormèse. Ces petits incendies sont hormétiques parce que ils stimulent la forêt et ils l'empêchent d'avoir une crise bien plus grande. Et ces petites perturbations qui renforcent le système, on doit les produire dans nos systèmes économiques, et Super France, c'est ça. Exactement. Donc ça a été voilà, un super exemple vraiment de l'expression même, de la philosophie même de Super France, ces entrepreneurs devant nous. Ça c'était l'après-midi. Ouais. Et avant ça on a rencontré les élus. Les élus, ça a été... Après j'ai eu en interview Madame Barrault qui est au département de la Vendée. C'était vraiment passionnant de prendre du temps pour discuter avec elle. Et elle m'a dit, moi ce qui m'a vraiment comment dire, inspiré, ça a été quand Gunther et toi vous avez dit présentez-nous vos problèmes. Ouais. Vraiment rentrer par cette porte, encore une fois, on part d'entre. Mais oui, parce qu'on n'est pas là pour arriver avec des solutions toutes faites et tout. Ils ont parlé surtout, nous, c'est le logement. Ouais. Et là, est-ce que tu peux nous parler du covoiturage des problèmes? Mais oui, merci beaucoup de lancer cette question parce que, encore une fois, la création d'emplois, c'est avant tout la résolution de problèmes, et ça, c'est la colonne vertébrale de la création d'emplois depuis le néolithique, bon sang, quoi. Il ne faut pas s'écarter de cette boussole. Si vous voulez créer des emplois, il faut que vous ayez résolu des problèmes et que vous soyez en mesure de les distribuer. Et si vous avez résolu des problèmes à l'échelle locale, il y a de fortes chances, et ça c'est les bons aspects de la mondialisation, que le problème que vous ayez résolu à l'échelle locale, il puisse concerner des gens à l'autre bout du monde aussi. Ça c'est l'aspect positif de la mondialisation. Maintenant, si vous avez résolu un problème dans votre commune, il est possible, la connectivité, les télécoms peuvent vous amener l'opportunité de distribuer cette solution à l'autre bout du monde, par voie intellectuelle, par voie, ça peut être des logiciels, ça peut être ce qu'on veut. Donc là, moi, il y a un sujet qui me fascine, c'est le mauvais usage du foncier. C'est vrai que déjà sur le plan des automobiles, et Gunther le savait puisqu'à El Hierro, au départ, ils étaient, je crois, 5000 habitants, ils avaient que 100 ou 150 bagnoles, mais ils optimisaient l'usage du parc. Tu sais que les voitures passent 95% de leur vie au parking, ce qui est débile, ça encombre, c'est un usage même du foncier en ville qui est vraiment très problématique, mais c'est la même chose pour les fonciers spécialisés. C'est-à-dire que dans un plan local d'urbanisme, on est obligé d'avoir de l'industriel, du résidentiel et du commercial, mais les théories du Corbusier nous ont amenés à essayer de faire des quartiers monofonctions. Et moi j'ai grandi dans ces quartiers, j'ai grandi en banlieue, et les théories du Corbusier, quand elles deviennent malades, quand elles deviennent extrêmes, il ne faut pas oublier qu'il parlait de machines à habiter, le mec. Ouais. Donc ça vous donne les cités dortoirs, c'est-à-dire elles sont faites pour 8 heures par jour. C'est une seule fonction, elle sert juste à ce que tu dormes. Ensuite, tu te lèves, tu prends le métro, tu vas travailler ailleurs et tu sors ailleurs si tu veux une sortie culturelle. C'est certainement pas à Garges-les-Gonesse que tu vas l'avoir. Heureusement, si maintenant les maires ils sont pas cons, ils se sont organisés pour qu'à Garges-les-Gonesse tu aies des sorties culturelles, mais c'est pas le Corbusier qui les avait pensées. Donc en réalité, cette idée de tu travailles là, tu dors là, tu sors là, ça nous a flingués. C'est pas comme ça que les communautés fonctionnent. En plus, quand on a un parc qui est vide 16 heures par jour ou plus, nécessairement, on va avoir un problème. Il y aura de la criminalité, il y aura des dealers, etc. Donc l'idéal, c'est de créer des espaces qui vont être utilisés limite 24 heures sur 24. Oui, si on dort déjà, ça fait quand même les 8 heures, il y a des gens dedans. Mais le reste de la journée, le reste des 24 heures, qu'ils soient utilisés. Or, ça, c'est une conception que j'ai apprise de Jaime Lerner, le maire de Curitiba, avec qui Gunther a travaillé. Curitiba, c'est une ville qui avait très peu de moyens et qui a réussi à résoudre beaucoup de ses problèmes. Elle n'est pas parfaite parce qu'elle a été victime de son succès, donc elle a énormément d'habitants, je crois qu'ils sont à 2 millions d'habitants, elle devait être prévue pour 800 000 au départ. Mais à Curitiba, le maire Jaime Lerner disait « La créativité, ça commence quand on enlève un zéro à son budget ». Ça, c'est balèze, comme la créativité, ça commence quand on enlève un zéro à son budget. Donc, par exemple, ils n'avaient pas les moyens de faire un métro, mais ils ont fait un service de transport en commun avec des bus en accordéon, mais avec un détail simple qui change complètement la performance du réseau, une petite plateforme où on passe le tourniquet comme si on était dans le métro, ce qui fait qu'on a déjà acheté son ticket, les entrées-sorties du bus sont beaucoup plus rapides. Il ne faut pas oublier que
20 secondes gagnées à chaque embarquement de bus, à l'échelle de l'année sur tout votre réseau, ça vous fait des milliers d'années de temps économisé dans votre communauté. Et le temps, c'est de l'argent. Et ça crée de la valeur économique. Donc, c'est pas anodin d'essayer de gagner comme ça des petits coups de 10 secondes chez vos élus, etc. Parce que si vous résolvez, si vous améliorez, il vaut mieux d'ailleurs améliorer un problème de 5% sur 1 million de personnes que d'améliorer un problème de 50% sur 100 personnes. Et ça, c'est une des bonnes conceptions de la mondialisation. Ça, c'est un des bons apports de la mondialisation. Dire par le logiciel, par les télécoms, on va pouvoir résoudre un problème ça ne sera pas parfait, on va améliorer la situation de 5-10%, mais sur 1 million de personnes d'un coup. Et ça, encore une fois, les élus locaux, même qui se disent, nous, on n'a que 50 000 administrés, oui, mais si vous avez résolu des problèmes de 50 000 administrés, parce que mondialisation, il y a de fortes chances que le problème que vous ayez résolu, il soit posé en fait partout dans le monde, et que si vous êtes le premier à le résoudre, vous allez avoir un impact. Donc, covoiturage des problèmes, qu'est-ce que c'est ? Lerner, il encourage à ce que, quand il y a une action municipale, elle essaie d'embarquer plusieurs problèmes à la fois. Ça, c'est une pensée naturelle. La nature, elle fait ça. Elle essaie de résoudre plusieurs problèmes avec une seule solution. Notre pensée mécanique, ingénieur, etc., a tendance à vouloir résoudre un problème avec une solution. Et du coup, on se retrouve à empiler les solutions et à essayer de les faire cohabiter, de les faire travailler ensemble. On a un problème à résoudre, je sais pas moi, un pont à construire, une route. On essaie de résoudre un problème avec une seule solution. Il faut penser à résoudre plusieurs problèmes avec une seule solution, et c'est ça le covoiturage des problèmes. La solution, on la voit comme un véhicule, et il faut que ce véhicule, quand il arrive, quand il y a un investissement municipal, dise « Allez, viens, j'en profite, je suis en train de construire un pont, j'en sais rien, on va en profiter pour embarquer des problèmes plus petits d'ailleurs, qui dans le budget pèsent rien. Pour un pont, on mobilise, allez, 30 millions d'euros. Eh ben, on va en profiter pour embarquer dans ce budget d'autres problèmes plus locaux, qui peuvent être, j'en sais rien, moi, faire un skatepark au pied du pont, c'est des idées un peu débiles ce que je sors, mais c'est la mentalité, le covoiturage des problèmes, de se dire à chaque fois qu'on a une action publique, on essaie d'embarquer des problèmes plus petits dans notre solution. Et c'est ce qu'on a vu donc avec les élus. Eux, un de leurs grands problèmes, c'était l'usage du foncier touristique. C'est du foncier qui est utilisé grand maximum 9 mois par an. Et quand on regarde un peu l'histoire de la production de valeur, on peut s'intéresser notamment à des productions agricoles qui produisaient du travail 10-11 mois par an, c'est la vigne. Un des grands succès de la vigne, chez les Gaulois déjà, les allobroges, donc c'était dans l'actuelle Vienne, Lyon, Vienne, l'axe du Rhône. Les allobroges, c'est parmi les premiers grands cultivateurs de vignes chez les Gaulois. Un des succès de la vigne pour eux, c'était que ça fournissait du travail toute l'année. Et ça, c'est un point très important, évidemment. Donc, comment on pourrait essayer de copier cette mentalité de la vigne dans nos autres activités? On a un parc touristique qui va être vide au minimum 3 mois de l'année, mais en réalité 6 mois de l'année, parce que je connais très peu d'endroits où la saison commence, se termine en septembre et commence en février, même pas quoi. Donc, comment faire ça? Là, on a vu qu'il y aurait possibilité que les maires fassent une intercession vis-à-vis des propriétaires de ce foncier en leur disant, écoutez, faites un tarif spécial pour les entrepreneurs pour qu'on fasse des incubateurs de start-up, des bureaux pas chers. Là, il faut que ce soit l'élu local qui intervienne, parce que l'élu local, il n'a pas forcément des grosses finances, mais c'est un tiers de confiance. Ouais. Il a son écharpe tricolore, ça fait toujours son petit effet, en France en particulier, où on a besoin d'une intervention d'un représentant légal, élu ou autre, comme tiers de confiance. C'est l'histoire de France qui veut ça. Et le tiers de confiance, c'est un grand pouvoir. Si Google est riche, c'est parce que c'est un tiers de confiance. Si Wikipédia est riche, c'est parce que c'est un tiers de confiance. Donc être un tiers de confiance, c'est pas un pouvoir à sous-estimer, et les élus de terrain le savent en général. Les élus de terrain sont très conscients du fait qu'être un tiers de confiance, un intermédiaire qui peut faire la mise en relation et avoir cette espèce d'autorité morale, politique dans cette mise en relation. Imaginez si un entrepreneur se pointait et allait voir les propriétaires de ce foncier touristique en disant voilà, on aimerait avoir des tarifs préférentiels pour pouvoir faire des incubateurs de start-up quand on est en contre-saison, ça serait pas le même effet que si le maire arrive avec son écharpe, dit bon, moi, je veux créer des emplois dans ma circonscription. Je veux faire en sorte que le maire ou le député, etc., n'importe quel élu de terrain, et voilà, je veux faire un deal avec vous, et je vais être le deal breaker. Ça, c'est une force que les maires ont, et souvent, ils ne l'exploitent pas. Encore une fois, je ne vais pas apprendre aux élus locaux à faire leur travail. Il y en a qui le font très bien. Non, mais les rencontres sont peut-être tout simplement pas là aussi. Mais oui, c'est vrai, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Super France, tout à fait, pour faire cette mise en relation, parce que intelligence, ça veut dire interligere, faire des liens. Ligere en latin, faire des liens. Intelligence, faire des liens distants. C'est Jérôme Mondu qui m'a appris ça, un grand spécialiste de l'intelligence économique. Interligere, faire des liens. Donc, c'est ce que les maires peuvent faire, l'intelligence territoriale. Ils connaissent déjà le PLU, ils ont une conscience de la totalité des activités sur leur zone. Une vision globale. Mais oui, et les maires, ils font du SimCity, quoi. Concrètement, ils voient tout ce qui se passe. Donc, c'est ce qu'on a vu avec à la fois, effectivement, on a vu aussi le rétrofit
électriques. Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment une filière. Maintenant, c'est légal en France. Ça y est, enfin, on a arrêté de mettre 5000 réglementations pesantes alors qu'il faut créer les emplois en France. Et ben, on a autorisé le rétrofit de véhicules électriques. Et on a vu un entrepreneur hier sur ce sujet-là. Donc, comment ça marche, hein? Vous prenez, c'est vraiment un truc de dingue, vous allez sur la centrale. La voiture qui vous a toujours fait rêver, mais qui est beaucoup trop chère neuve, vous l'achetez dans l'état tas de boue. Et là, vous avez les éléments qui résistent dans l'état tas de boue, c'est le châssis et la carrosserie. C'est le moteur qui part en premier, évidemment. Mais le moteur, ça tombe bien, on le dégage. Et c'est ça qui coûte le plus cher dans une voiture. Vous le dégagez, et là, il y a un garagiste qui va vous mettre un moteur électrique et qui va vous mettre des batteries ou de l'hydrogène dans le réservoir et à la place de la roue de secours. Et là, vous pouvez vous retrouver avec un véhicule qui vous a toujours fait rêver. En plus, il y a un détail super intéressant, c'est que la loi vous interdit de dépasser la puissance originale du véhicule. Ça tombe bien, vous vous faites plaisir, vous prenez une Corvette de 84 et elle avait une puissance de malade, et vous mettez un moteur électrique, ça va démarrer en trombe ce machin-là, sans faire de bruit, vous n'aurez plus de plein à payer et vous aurez créé des emplois sur place. Il y a plein de solutions possibles. Et ça, Gunther disait bien qu'il y avait une aide de 60%, c'est ça? Ouais, en plus, ouais, bien sûr. Et si on l'achetait à 3, enfin, il prenait un cas ce qu'ils faisaient pour El Hierro. Donc voilà. En fait, à El Hierro, ils avaient mis des aides si vous l'achetiez à plusieurs, parce que c'est vrai qu'en soi, on n'a pas optimisé notre parc automobile encore. Et le rêve de Tesla, c'est de faire qu'on soit plus propriétaire de la bagnole, en fait, qu'on ait un abonnement, et qu'il y ait tellement un parc qui circule. Alors, on se prend un abonnement premium, machin. Genre, toi, tu as l'abonnement, je sais pas moi, à 400 balles par mois, et du coup, tu as le droit au meilleur Tesla à chaque fois. Tu vois. Puis en plus, il ferait certainement un truc en mode, si tu gagnes des points, tu as le droit à la Tesla d'Ultralux, le Roadster, pour le week-end, pour partir en week-end avec ta copine, bah tac, tu peux, si tu as cumulé suffisamment de points, avoir accès à l'équivalent d'une Ferrari sans avoir les embarras des 400 000 balles que coûte une Ferrari plus l'entretien. Ce qui est quand même intelligent en soi, parce qu'aujourd'hui, en vrai, ce qu'on veut, c'est l'usage. Moi, ma voiture, j'ai pas envie, en réalité, d'avoir à me farcir le garage, sauf si je suis passionné, mais bon, les passionnés, ça reste une minorité. Donc, on veut l'usage. On veut pas avoir à s'en occuper et que la bagnole, elle tourne à chaque fois. Bah, si on est membre d'un réseau où, en réalité, où qu'on soit, il y a un certain nombre de voitures autour de nous qu'on peut utiliser, oui, et en plus les prix diminueraient, puisque bon, bah, l'accès à une Tesla qui aujourd'hui coûte 100 000 balles, les Tesla full option bien énervés, c'est pas la gamme d'entrée évidemment, bah, l'accès à être au volant ou être transporté par une bagnole qui coûte 100 000 balles coûterait plus rien, puisque la même bagnole serait utilisée par plusieurs personnes, etc. Ce qui est logique en soi. Hein. C'est 95% de la vie d'un véhicule au parking, c'est pas normal. Il y a un côté con là-dedans. Et en plus, faut pas croire, les constructeurs s'y retrouveraient. Parce que la voiture comme service, bah, on vend des apps dessus, on vend des abonnements, des machins. Et il y avait des constructeurs qui disaient en réalité, si on avait transformé un peu la voiture en écosystème de service où tu peux installer différentes options, différents abonnements dessus, on pourrait finir, nous, par limite donner la voiture et ensuite que l'abonnement, c'est du leasing en soi, mais on a différentes formes de LOA, leasing qui peuvent être intéressants là-dessus. Donc les constructeurs s'y retrouveraient aussi, et mieux que ça. Si les voitures, on va prendre le cas européen, si les voitures étaient partagées, bah, il y aurait beaucoup moins de pression économique à les construire totalement sur le territoire européen ou totalement sur le territoire français, parce que même avec le coût du travail élevé, on resterait compétitif, vu que la voiture serait partagée. Donc même si on payait les ouvriers français aussi bien que les ouvriers allemands, et qu'on construisait toutes les bagnoles, toutes les Renault, toutes les Peugeot en France 100%, sans outsourcing, eh bien ça resterait compétitif dans cette mesure-là, parce qu'avec ce modèle, une voiture qui a coûté 45 000 à produire, donc qui était faite pour être vendue à 100 000, et même, en général même plus, eh bien reste compétitive. Les gens peuvent l'utiliser parce qu'ils la partagent de façon optimale. Conclusion de la journée, l'esprit de Super France, c'est de mettre le doigt sur, faire un travail peut-être sémantique et philosophique, c'est que les déchets et les problèmes, ces mots-là, on ne les utilise plus, on utilise le mot opportunité. Grave. Autour de nous, il n'y a que des opportunités. C'est vraiment ça. Le problème, c'est la matière première de l'emploi. Les problèmes sont la matière première de l'emploi. Les civilisations qui ont créé une culture de la résolution de problèmes ont toujours eu le plein emploi. Que ce soit Venise, Santorin, Bagdad, le Machu Picchu, j'en sais rien, Amsterdam pendant l'âge d'or hollandais, et puis la France sous Colbert, les civilisations qui ont créé une culture de la résolution de problèmes ont toujours eu le plein emploi. Parce que là, quiconque peut résoudre et distribuer sa solution, résoudre un problème et distribuer la solution, a créé des emplois. Je pense que vous avez tous compris que Idriss a été positivement impacté par cette première journée de test. Ah ouais, j'étais très heureux. Non, on ne s'attendait pas à ce que ça roule aussi bien. Là, on est arrivé, boum, combo mana infini, combo dégâts infini sur la table. C'est ok, toi tu as des cartes à bord noir. Non mais limite, voilà, type, t'imagines, on ouvre le blister là comme ça de cartes Magic. Oh putain, on a des bords noirs légendaires. Bon,
ça fait plaisir. Tout est déjà là. Bon, Ouais. super. Eh ben, on va continuer comme ça. Super France, c'est parti. Rendez-vous donc à partir du 20 juillet. Rendez-vous tout de suite sur superfrance.org et sur Discord ensuite. Merci Ouais. beaucoup, Idriss. Et peut-être qu'on fera, donc, moi ce que je voudrais recommander, ce serait qu'on essaie, justement, je dis que c'est comme les cartes Magic, ce serait cool de demander à notre communauté de faire le game design, d'un jeu de cartes Super France. Et ensuite, bien évidemment, les bénéfices iraient au projet Super France. Ça, c'est quelque chose qui me brancherait bien. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, ce serait génial. Bien Bon, sûr. let's do it, la communauté. Ouais. Organisez-vous sur le Discord, lancez-nous des idées de game design à partir de jeux comme Magic, où la combinaison, où le combo fasse partie du game design, et où donc, quand on pose une carte, tac tac, il y a un modèle pour imprimer de nouvelles cartes, parce qu'à mesure qu'on va faire le tour, on va voir de nouveaux sujets. Et créez-nous un game design avec un modèle de création de nouvelles cartes et des règles du jeu. Ça va être facile en plus. Hein. Pensez aux déchets et aux opportunités qu'il y a autour de vous et hop, Exactement. nouvelle carte. Et les bénéfices iront au projet. Super. À bientôt. À bientôt.